les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place, et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Bernadette Pinek-Wok, la présidente exécutive de l'Union française BJOP, présidente de la Haute École de Joaillerie, présidente du Laboratoire français de gémologie, présidente de la Fédération européenne de joaillerie, décorée des palmes académiques et chevalier de la Légion d'honneur. Bonjour Bernadette. Bonjour Anne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une présidente exécutive de l'Union française BJOP? L'Union française BJOP, il faut expliquer les lettres BJOP. C'est l'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie des pierres et des perles. Et donc, l'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie des pierres et des perles, c'est l'organisation actuelle de la Corporation des orfèvres qui date du XIIIe siècle et qui s'est organisée depuis tout ce temps pour engager, soutenir, accompagner le métier de la joaillerie sur un plan général. Voilà. Organiser, représenter, c'est-à-dire, je sais qu'à l'intérieur, par exemple, il y a la formation, il y a les écoles, la haute école de joaillerie par laquelle tous les joailliers sont passés. C'est l'école qu'on appelle la rue du Louvre, tellement elle est connue. Absolument. Je crois que notre organisation professionnelle, elle accompagne, elle gère et elle nourrit le collectif. Et le collectif, effectivement, intègre la formation et l'apprentissage parce que le métier de joaillier et tous les métiers qui y sont rattachés, ça prend du temps, il faut beaucoup de formation, il faut une augmentation et une élévation du niveau de compétence qui s'inscrit dans le temps. Et donc, très naturellement, l'école s'inscrit dans la veine de l'organisation du collectif. Quand on rentre pour devenir joaillier, on rentre à 15 ans. Alors, on rentre à 15 ans. Aujourd'hui, on rentre un peu plus tard parce que la structuration des diplômes et l'organisation, on va dire, au niveau national fait que les jeunes sont amenés souvent à venir s'intéresser à notre métier lors du bac ou post-bac. C'est une évolution sociologique qui est importante, mais on a des jeunes aussi qui peuvent rentrer dans le métier à l'âge de 16 ans, lorsque c'est permis par la législation. Mais on y vient plutôt à un âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et donc, on rentre et on fait un CAP de joaillerie et après... Alors, en fait, il faut peut-être replacer, effectivement, comme vous l'avez exposé, la Haute École de Joaillerie dans l'organisation de la communauté, on va dire, et du collectif de la joaillerie. La Haute École de Joaillerie, elle a 160 ans d'existence. C'est-à-dire que quand les associations ont retrouvé leur liberté, la chambre syndicale s'est reconstituée et 4 ans après, elle a créé l'école de dessin. Donc c'est un lien, je dirais presque congénital, filial, entre l'organisation professionnelle et la formation. L'un ne va pas sans l'autre. Donc une fois qu'on a replacé ce contexte,
La Haute École de Joaillerie aujourd'hui, c'est l'école professionnelle du métier. Elle a ceci, je dirais, d'extraordinaire parce qu'elle a traversé le temps, voilà, en grandissant et en s'adaptant à l'évolution. Mais elle a ceci d'extraordinaire, c'est que c'est la seule école au monde qui enseigne la joaillerie par la fabrication. C'est son cœur de métier. Alors, ça n'est pas neutre ce que je dis, parce que dans tous les plans stratégiques que l'on a mis en œuvre régulièrement au sein de l'organisation professionnelle et bien sûr de la Haute École de Joaillerie, on a eu de cesse de replacer l'école au cœur du métier. C'est-à-dire que l'école est à l'écoute des besoins du métier. Et quand je dis métier avec un grand M, c'est-à-dire des professionnels qui donc concourent à cette filière. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort, alors qui donne des assurances, parce que bien sûr on travaille et on grandit et on évolue avec les besoins du métier, qui sont quand même très prégnants. Hein. On a vu l'introduction des technologies, un grand développement de la filière avec la croissance d'un secteur qui va très très bien, voilà, et qui se conforte au fil du temps. Ça donne des assurances, ce positionnement stratégique, mais aussi il donne des devoirs, c'est-à-dire qu'il faut écouter les besoins du métier et l'adapter en termes de référentiel de formation, en termes d'adaptation de l'enseignement, du parcours de formation. Et donc, on a cette spécificité, effectivement, d'avoir ce cœur de métier qui est l'enseignement de l'art joaillier, de la fabrication joaillière. Bien sûr, on intervient sur tout ce qui est concentrique, c'est-à-dire d'abord les métiers rares, les métiers de la finition, le polissage, le sertissage, etc. Et en fil conducteur, lorsqu'on a bien positionné cette raison d'être, en fait, cette mission fondamentale, on vise l'employabilité. Donc la Haute École de Joaillerie, elle a ceci de particulier qu'elle a une grande longévité, mais elle a aussi des objectifs et des enjeux très importants pour être en cohésion avec la filière. Oui, j'ai vu dans l'entrée, il y avait une plaque, par exemple, où on montre les gens qui ont participé donc, à cette école et à l'institution. Et dans les noms, il y a Mélérion, il y a Boucheron, il y a la salle Weber. La maison Cartier, absolument. Ah, ouais. C'est-à-dire que vous travaillez main dans la main avec les grandes maisons qui vont employer vos étudiants d'aujourd'hui. En fait, effectivement, il y a un lien historique qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que les créateurs de l'époque dont vous avez évoqué le nom, qui étaient des grands créateurs et des grands visionnaires, ont investi aussi dans le collectif. Il faut quand même considérer qu'en pleine guerre de 14, ils ont posé la première pierre de cet immeuble pour abriter l'organisation professionnelle, qui est toujours là, quand même des gens extrêmement visionnaires, et pour abriter l'école. Et donc, ces créateurs, qui aujourd'hui sont les emblèmes des groupes de luxe, ont perduré dans ce lien indéfectible. Les fondateurs sont aujourd'hui les animateurs et les porteurs de cette haute école de joaillerie. Donc, bien évidemment, on retrouve les mêmes maisons et puis les groupes de luxe qui se sont déployés autour de ces créateurs emblématiques. Donc, c'est très important. Ce lien est formidable parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a eu une filière qui a considérablement évolué, je dirais, au cours des 20 dernières années. C'était une filière qui était assez dispersée dans les années 90, mais qui fabriquait pour le détail, en fait, pour la distribution française. La montée en puissance des groupes de luxe ont fait que la filière s'est arrimée à ce besoin de fabrication, de création, dans des process de plus en plus exigeants, de plus en plus prégnants au niveau de la traçabilité, très performants au niveau de la dynamique industrielle, parce que on est dans une croissance formidable. Et donc la filière, elle s'est construite effectivement autour des groupes de luxe qui portent la joaillerie française d'une façon planétaire. Et donc, bien évidemment, pour produire des bijoux qu'on voit dans le monde entier, dans les vitrines du monde entier, il faut pouvoir les fabriquer dans des conditions vertueuses d'abord, ce qui caractérise la fabrication française, et dans des conditions de haut savoir-faire. Et ce qui est aussi important à dire, c'est que
cette construction s'est faite avec la culture. On a tendance à présenter la filière en disant elle est performante, cette filière. Elle produit chaque année 2,3 milliards, d'accord, en fabrication. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a quasiment 1 milliard qui est injecté dans la richesse nationale. C'est 1 milliard de salaires. C'est quand même largement contributeur à la richesse nationale. Et il y a 6,3 milliards d'exportation. Donc en termes économiques, c'est magnifique. Mais derrière cette performance, et il faut aussi la conforter, parce que tous les jours, il faut se remettre en cause. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette puissance, finalement, ce leadership assez incontesté dans le monde, il tient aussi à la culture. Et on parlait, avant d'ouvrir cette émission, du Moyen-Âge, on parlait effectivement de la Renaissance, on parlait de toutes les femmes qui ont porté le bijou, et tout ça est intimement lié à la culture. Voilà, c'est une très belle histoire, c'est une très belle construction, mais pas que, parce que maintenant la performance globale nous donne des devoirs. Il faut qu'on établisse un lien permanent entre les besoins de la filière qui doit suivre la croissance, les besoins en montée en compétences, et puis les besoins d'adaptation de nos enseignements. Alors pour autant, c'est toujours un peu compliqué d'adapter les enseignements parce qu'on doit aussi préserver le corpus, c'est-à-dire la formation généraliste qui vous donne une base pour devenir ensuite spécialiste ou pour monter dans votre savoir-faire joaillier. On ne peut pas travailler non plus sur le court terme, très clairement. On doit adapter nos enseignements et nos diplômes aux besoins du métier, avec la temporalité qui s'impose en termes d'apprentissage. C'est un beau challenge. En même temps, ça me paraît un petit peu évident dans le sens où j'ai appris, par exemple, quand on regarde un gouaché, n'importe quel joaillier sait traduire le gouaché parce que ils l'ont tous appris de la même façon, l'ombre est à tel endroit, le fermoir est présenté comme ça, etc. Donc il faut que les élèves apprennent à faire les choses dans les règles de l'art, un gouaché comme il faut, absolument, mais qui sachent aussi utiliser la CAO et qui sachent aussi le transformer en process industriel avec absolument, des plans techniques. Voilà, c'est ça. Absolument. Donc c'est une équation assez sensible et qui est imprimée d'ailleurs, qui est développée dans la haute école, c'est-à-dire entre le savoir-faire, on va dire, traditionnel, le numérique, qui prend une dimension très importante. La Haute École de Joaillerie ouvre un bachelor numérique qui sera spécialisé dans le secteur, qui sera la seule formation offerte au niveau européen. Donc, pour répondre effectivement aux besoins du métier. Et donc, il faut effectivement qu'on ordonne dans la meilleure harmonie tous ces enseignements. Et c'est la raison pour laquelle, il y a déjà 5 ans, lors de l'élaboration d'un plan stratégique, vous savez, je suis une femme d'industrie, donc j'aime bien les plans, même si la planification, quelquefois, elle a ses limites, mais il faut quand même se projeter et garder le cap. Et donc, c'est la raison pour laquelle, il y a 5 ans, on a décidé en formation initiale de créer nos propres diplômes. Donc, la Haute École de Joaillerie, aujourd'hui, elle développe ses propres diplômes. On accueille effectivement plusieurs types de publics. On accueille les jeunes en formation initiale, qui viennent se former pendant 3 ans à la fabrication, avec un diplôme qui est un titre de la maison, le certificat supérieur de joaillerie, et qui a été construit et co-construit avec les professionnels. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Et puis, on a développé des diplômes sur la création. On a un bachelor design bijoux. Et on a développé aussi, alors pour avoir absolument un scope le plus élargi possible dans notre spécialité, qui n'est pas le luxe, mais qui est la joaillerie, qui se rattache au luxe. Donc notre leitmotiv, c'est enseigner ce qu'on sait faire. On a créé un MBA aussi pour mettre en place un genre de booster professionnel pour bien comprendre les enjeux du métier sur un plan macroéconomique, sur un plan de la géopolitique, sur un plan de la compréhension des phénomènes économiques. Dire que, par exemple, le niveau des stocks dans la joaillerie, c'est pas le même niveau de stock que peut-être dans la mode ou dans d'autres secteurs. Donc, on est extrêmement engagé pour à la fois garder cette spécificité et pour avancer avec le métier. Voilà, si je pouvais résumer l'objectif. Et donc, on accueille des jeunes en formation initiale.
On a aussi beaucoup développé la formation en apprentissage d'une façon très importante parce que d'abord c'est un autre cursus. C'est souvent des jeunes qui sont de milieux plus modestes, dont les parents ont des difficultés à payer des formations initiales, comme dans tous les secteurs d'ailleurs, ou qui veulent rentrer dans la vie active. Donc nous, on estime aussi que la formation en alternance, en fait, c'est la reproduction du compagnonnage. Voilà, sous des formes actuelles, mais qui est très importante. Donc, on développe beaucoup l'alternance, parce que c'est aussi une façon de conforter l'employabilité. Et puis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en aparté, on a aussi un département de formation professionnelle continue, où on accueille des adultes en reconversion, donc avec des profils absolument extraordinaires, des femmes, des hommes, qui ont des ruptures dans leur vie professionnelle et qui viennent du secteur de l'aéronautique, qui viennent de la pharmacie, qui viennent du milieu dentaire. On a même eu un ancien chasseur alpin qui voulait monter sa boîte en bijouterie. Donc on les accompagne beaucoup dans ces démarches parce que en plus, ils investissent au niveau personnel. Ils sont obligés de s'engager énormément sur un temps très court. Donc on est des boosters aussi de projets individuels. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une proportion d'étrangers ? Parce qu'en fait, on est quand même une école très spécifique française, avec un art joaillier français. Est-ce que du coup, vous avez beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger et qui viennent se former ici ? Alors, on a toujours eu des étudiants étrangers qui sont venus se former, notamment, depuis des années, en formation professionnelle continue, avec des formations que l'on offre donc aux adultes. On a toujours eu des élèves et des apprenants étrangers. Alors, on en a aussi en design, en bachelor design. On a à peu près 10% d'étudiants étrangers. Alors, on ne fait pas de protectionnisme, on est ouvert bien sûr à toutes les cultures et tous les besoins. En même temps, notre école, elle est dédiée au métier, quoi. Donc, il faut garder des équilibres. Mais bon, voilà, c'est sans contrainte ou sans numerus clausus. Mais on est enviés, on est très enviés. Les jeunes, notamment les jeunes asiatiques et les jeunes chinois, ont une véritable appétence notamment pour le design et la création. On a eu de très très bons élèves, on a de très bons éléments qui présentent leur dossier. Et on s'est aperçu aussi qu'ils ont une recherche de culture, parce qu'il y a eu un trou noir dans leur vie, tout simplement, dans la vie de leurs parents au niveau culturel. Et donc, ils viennent chercher leurs racines dans l'histoire de la joaillerie française et dans l'histoire de France. Donc c'est aussi intéressant, on est là aussi pour s'ouvrir au monde. Cette imprégnation dans l'économie directe, elle se voit aussi dans le fait que vous avez des parrains de promotion et dans le fait que vous avez le prix Jacques L'Enfant. C'est bien ça ? C'est vrai. Alors le prix Jacques L'Enfant, c'est une belle histoire. En fait, moi, quand j'ai pris mes fonctions, c'était en 2003. On m'a expliqué qu'il y avait un prix Jacques L'Enfant. Donc, j'ai voulu comprendre un peu qui était Jacques L'Enfant, parce que moi, je venais d'un milieu de la bijouterie. La bijouterie n'est pas la joaillerie. Et quand je venais, entre guillemets, à la chambre syndicale comme adhérente, je comprenais en fait que j'étais une métallurgiste, que je n'étais pas une joaillière. C'est deux métiers différents, parce que donc c'était métier industriel, on travaillait sur des métaux communs, le plaqué or, l'argent, et voilà, c'était un univers qui m'était un peu étranger, encore que, mais on était cousins, mais moi, je n'étais pas complètement immergée dans le métier. J'ai découvert beaucoup de choses, d'ailleurs, c'est merveilleux. Et donc, je découvre Jacques L'Enfant, et je me dis, donc après, je vais dans la bibliothèque. On a une bibliothèque merveilleuse, d'ailleurs, vous la voyez, avec des ouvrages formidables, et je sors le livre de Jacques L'Enfant, et je découvre que Jacques L'Enfant était un grand joaillier qui a eu en 1981 le prix du président de la République et qui était un poète qui a écrit ce livre magnifique. Il a écrit aussi un livre sur la chaîne. Alors moi, j'ai adoré la chaîne. Dans ma vie, entre guillemets, industrielle, je trouve que c'est un savoir-faire absolument extraordinaire. Et il écrit 2 livres merveilleux, le dictionnaire de la bijouterie, on va dire, expliqué sur le plan historique, sur le plan du métier, et puis sur le plan du collectif, parce qu'il était très attaché au collectif, et puis le livre de la chaîne. Donc je découvre, etc. Et je parle autour de moi, je dis qui était Jacques L'Enfant. Et là, on m'explique que son beau-fils, qui était Michel Tauriac,
qui est journaliste au Figaro, qui a écrit plusieurs livres et qui a écrit surtout les livres sur De Gaulle, était son beau-fils et qu'il voulait, avec son épouse, perpétuer Jacques l'Enfant. Le prix Jacques l'Enfant, et Jacques l'Enfant, lorsqu'il a eu le prix du président de la République, a donné une dotation à la Chambre syndicale pour que la Chambre syndicale donne une rétribution à l'élève qui avait obtenu les meilleures notes au CAP. Donc je découvre ça et on me dit il faut que vous décerniez ce prix. Et je me retrouve au restaurant avec Michel Tauriac et son épouse, donc qui m'explique la vie de son beau-père. Il a écrit d'ailleurs un livre fabuleux sur son papa et qui retranscrit d'ailleurs tout le contexte de l'époque. Donc voilà, il y a des gens ici ont connu Jacques l'Enfant, ont travaillé avec sa femme qui était quelqu'un de très remarquable, avec une très très forte personnalité. Et donc je me retrouve au restaurant avec Michel Tauriac qui m'explique, etc. Et moi je me dis, et donc je donne le chèque dans une enveloppe à ce petit jeune, voilà, en disant vous êtes le meilleur, etc. Et là je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc comment on peut capitaliser d'abord sur le témoignage et la transmission de cet homme qui a fait des œuvres absolument remarquables. Il a travaillé pour les plus grands de ce monde, des épées, des bijoux absolument extraordinaires. Et là je m'intéresse un peu. Et donc, je vais voir le propriétaire de l'atelier Jacques l'Enfant et je lui dis bon, écoutez, Benjamin, est-ce que vous avez encore des planches? Est-ce que vous avez encore des dessins de Jacques l'Enfant? Il me sort tout ça, etc. Et je dis, là, non, c'est pas possible, il faut exprimer tout ça. Donc, je demande, alors je vais faire un peu court, mais je me dis, il faut quand même incarner le message de cet homme et en même temps le mettre dans l'actualité. Et comment on peut faire de ce prix qui est extrêmement confidentiel un prix national avec toutes les valeurs qu'il a insufflées, que Jacques l'Enfant a insufflé dans le métier d'art joaillier, de compréhension du métier et puis d'intérêt pour le collectif aussi. Parce que voilà, comment cet homme qui était quand même assez âgé, il laisse un chèque à la chambre syndicale pour dire vous perpétuerez, il faut que les jeunes soient formés, il faut qu'ils soient distingués. Et donc comment on transforme cela ? Et donc, comme toujours, j'ai fait appel à des gens engagés. On a monté un jury. J'ai demandé à Philippe Scordia de la Maison Dior, qui est très engagé sur la formation, sur l'accompagnement des apprenants et sur la transmission. Je lui ai dit, écoutez Philippe, il y a un challenge, etc. Donc voilà. Donc on a monté un prix qui aujourd'hui est un prix d'interprétation. Alors il y a eu une petite suspension l'année dernière. Le meilleur prix d'interprétation, on part d'un gouaché. Alors, on a un sponsor parce qu'on l'organise. Alors, j'ai aussi proposé, insufflé le fait qu'il fallait travailler pas en petit comité, c'est-à-dire au niveau de la Haute École de Joaillerie, mais bien élargir ce prix à toutes les écoles, aux écoles qui forment au métier de la bijouterie. Parce que non seulement, bien sûr, on a l'enjeu et le devoir de développer la Haute École de Joaillerie, mais on a un devoir de confraternité et aussi d'engager les écoles du métier dans une voie de l'excellence. Et elles y sont déjà, mais aussi, voilà, ce sont des liens. Donc, on a un sponsor qui nous a accompagnés depuis le début. Donc, ça va faire plus de 12 ans maintenant, qui nous a accompagnés. C'est le groupe Cookson qui a mis à disposition le métal, qui met à disposition dans les 7 ou 8 établissements qui sont dispersés. Donc, il y a Saumur, il y a la SEPR à Lyon, il y a Valence, il y a Besançon, il y a le lycée de Saint-Amand. Donc, mettre à disposition du métal, donc ça a un coût. Ensuite, retrouver le métal. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Le jury détermine quelles sont des notes concernant le montage, c'est-à-dire le produit n'est pas ni serti ni poli. Et à partir du moment où cette maquette a été reconnue comme la meilleure, l'Union française fait sertir le bijou et le fait finir. Voilà, donc on a une très belle collection, je vous inviterai à venir la voir. On a une très très belle collection de tous les lauréats et de tous les bijoux qui ont eu le prix Jacques l'Enfant. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est inscrit dans les veines de la maison et qu'il faut encore décupler. On a pensé aussi à élargir ce prix au niveau européen. Aussi une façon de faire rayonner la joaillerie française et le métier sur le plan européen. Nos frontières ne s'arrêtent pas à l'Hexagone.
En matière de rayonnement, l'Union française a aussi développé des partenariats comme avec le Laboratoire français de gémologie. Ouais. Alors, le Laboratoire français de gémologie, c'est plus qu'un partenariat. Parce qu'en 2011, le Laboratoire français de gémologie était géré par la Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris a souhaité, dans le cadre de la réorganisation des missions de Chambre de commerce, céder cette activité qui était sectorielle et qui ne rentrait pas dans la mission que lui conférait la loi. Ce qu'il faut voir, c'est que ce laboratoire français de gémologie a été créé en 1929 par le métier. C'est-à-dire que, en fait, il y a une cohérence historique. 1864, date de naissance de la Chambre syndicale qui retrouve sa liberté d'association. 1967, création de l'école, à l'époque de l'école de dessin. Et 1929, 1914, construction de l'immeuble, il a mis 4 ans. Déménagement rue du Louvre, de la rue Étienne Marcel à la rue du Louvre. Et 1929, création du laboratoire français de gémologie par le métier. Absolument extraordinaire, dans l'objectif de sécuriser le consommateur. À l'époque, c'était le sujet des perles fines et des perles de culture. Et donc, le métier se dote de cet outil extraordinaire. Et puis, il se dit, on va le confier à la Chambre de commerce, qui à l'époque aussi avait des expertises techniques sur le secteur du cuir, etc. Donc, ça paraissait extrêmement naturel. Et donc, ce laboratoire a vécu sa vie jusqu'en 2011. En 2011, le laboratoire est mis sur le marché avec un appel d'offres, etc. Et là, le métier dit, il faut quand même s'intéresser, alors notamment les négociants en pierres et perles, qui sont représentés bien sûr au sein du conseil d'administration de l'Union française de la bijouterie. On dit effectivement, il y a véritablement une opportunité. C'est une structure, une entité qui a une très belle histoire, non seulement une très belle histoire, des milliers et des milliers de photos, des certificats qui ont été élaborés au fil du temps pour les grandes maisons, pour les particuliers, etc. Et donc, l'Union française s'est portée acquéreur. Et aujourd'hui, l'Union française est l'actionnaire unique du laboratoire français de gémologie, qui, depuis, a prospéré. Nous venons de déménager. Alors, nous sommes passés des locaux qui étaient installés aux 30 rue Notre-Dame-des-Victoires aux 30 rue de la Victoire. Donc, nous allons de victoire en victoire. Donc, on s'est installé dans des locaux, je dirais, au cœur du 9e arrondissement, beaucoup plus près de nos clients, dans des locaux très, très agréables, très ergonomiques, où on peut effectivement, où l'équipe de gémologues peut véritablement se déployer sur des expertises de pierres précieuses. Et donc, on a un véritable challenge et un très, très bel outil au service du métier qui revendique d'abord sur le plan stratégique, il a toujours été positionné comme ça, et on voit qu'aujourd'hui d'ailleurs, avec la croissance du métier, il faut encore affirmer ce positionnement stratégique, proximité, indépendance, et bien sûr aussi compétences, avec des enjeux très, très forts sur l'expertise, sur les origines. Quand vous émettez un certificat, vous donnez intrinsèquement une valeur à la pierre. Donc l'origine est extrêmement importante. En même temps, les techniques gémologiques évoluent. Souvent, on voit qu'une pierre qui avait été définie comme non traitée il y a 10 ans peut le devenir aujourd'hui. Donc il y a véritablement une exigence de montée en compétences, de notoriété internationale pour que le laboratoire français de gémologie puisse continuer à avoir cette place prépondérante. Mais c'est un acteur du métier, à mon avis, extrêmement important. C'est un très bel outil avec une équipe de gémologues formidable et qui a une belle histoire. Voilà. Donc c'est un enjeu d'entreprise et d'entreprise un peu spécifique parce que l'actionnaire, comme je le dis souvent, il est un peu atypique. C'est une organisation professionnelle, mais les enjeux sont des enjeux d'entreprise et de cohérence avec les besoins du métier, clairement, et de notoriété. Donc la notoriété, il faut travailler, quoi. Enfin voilà, il y a l'opérationnel, le niveau des équipements, mais il y a aussi la notoriété. Et il y a aussi le cadre qui est très prégnant aujourd'hui, c'est tout ce qui est RSE au niveau de l'Union française. Et donc, bien sûr, c'est diffusé sur toute la chaîne de valeur, bien évidemment, dans nos enseignements au niveau de l'école et sur un plan très opérationnel sur la chaîne de valeur du laboratoire français de gémologie.
L'Union française a une action extrêmement importante pour accompagner les ateliers co-traitants de la place Vendôme dans toute la dynamique de responsabilité. L'Union française a été la première organisation professionnelle à adhérer au RJC, Responsible Jewelry Council, première organisation professionnelle. D'ailleurs, je me rappelle au niveau du conseil d'administration, certains disaient oui, mais c'est une initiative qui appartient purement au privé parce qu'elle a été fondée par Tiffany, par le groupe Richemont, par Walmart, etc. Mais c'était très anticipateur et il nous semblait vraiment que c'était indispensable de s'intégrer dans cette stratégie et dans cet objectif de sécuriser la chaîne de valeur. Et on voit 15 ans après qu'on a eu absolument raison. Et donc là, ces protocoles qui sont inscrits et développés par le RJC sont extrêmement exigeants. Ce sont des audits de qualité, avec des tiers, des contrôleurs qui sont au niveau national. Donc, en fait, c'est des protocoles ISO, on va dire, pour simplifier, qui permettent de déterminer la traçabilité et de la mine au retail, de la mine à la distribution. Et donc, ça demande en interne véritablement un engagement pour savoir quelle est la qualité de vos fournisseurs, quelles sont vos règles éthiques, quelles sont vos due diligence que vous faites par rapport à vos co-traitants si vous en avez. Est-ce que vous achetez, quelle est la traçabilité de l'or que vous achetez, la traçabilité des pierres, est-ce que vous respectez le processus de Kimberley, etc. Et donc c'est du travail en interne, de construction de tous ces outils pour avoir des audits qui vous permettent d'être certifiés. Donc là, l'Union française intervient énormément pour accompagner nos entreprises sur le plan opérationnel, c'est-à-dire comment on construit un audit, quels sont les enjeux aujourd'hui, comment vous menez vos due diligence. On a créé un département, on est une petite structure, on est une petite équipe. Laurence Chevillon, qui est la déléguée générale de l'Union française, est en charge de toute la RSE, bien évidemment par rapport au RJC, mais par rapport aux normes internationales. Au niveau de l'Europe, on travaille beaucoup aussi pour qu'il y ait une cohésion avec toutes les exigences, par exemple sur l'appellation du diamant. Voilà. Et donc tout ça, et ce sont des actions extrêmement fortes qu'on déploie et finalement qui prospèrent et qui s'agrègent avec toute l'adaptation qu'il faut sur la haute école de joaillerie. C'est-à-dire, il faut bien qu'on explique à nos élèves ce contexte mondial d'exigence, de traçabilité et de sécurité du consommateur, et puis qu'on l'applique aussi au niveau des expertises. Voilà, c'est un très très bel enjeu. On ne peut pas imaginer la joaillerie sans des gemmes, parce que les joyaux, c'est des gemmes. Donc en fait, si je résume, l'Union française de la joaillerie, c'est l'organisme qui permet de créer des process de manière à faire en sorte que le consommateur soit sécurisé, et le laboratoire français de gémologie permet de le prouver, puisque lui, il teste les pierres. On va, si on schématise. Voilà, c'est un peu cela, vous voyez, avec toutes les nuances et les enjeux qu'il y a, à la fois sur les pierres de couleur, sur la recherche des diamants synthétiques, dans les diamants naturels. Donc voilà, il y a des développements technologiques qui sont très importants que le laboratoire doit suivre. Donc on est véritablement engagé sur le plan du concret et du modèle économique, très clairement. Mais sur le plan de l'éducation, c'est aussi très important d'expliquer à nos apprenants que la joaillerie française doit sans cesse se distinguer en étant dans un écosystème vertueux, et que c'est nos jeunes et nos moins jeunes qui doivent aussi faire prospérer cela. Enfin, il y a une transmission aussi de cette exigence, au niveau culturel, je dirais. Dans les laboratoires de gemmes, on connaît mondialement le GIA. C'était quand même normal que la France, elle ait un laboratoire en face, quand même français. Absolument. Donc on s'attache à le développer. Ça reste une petite structure, bien évidemment. Mais il y a des grands laboratoires qui sont effectivement très importants dans l'écosystème. Mais pour autant, le laboratoire français de gémologie a sa place, bien évidemment. Il a d'abord des racines, et puis là aussi, il est au cœur de la place de Paris. Et aujourd'hui, la place de Paris, on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses, parce que les groupes de luxe ont une telle croissance, une telle réussite planétaire. Et elle s'appuie sur une filière française qui s'est beaucoup développée au cours des 10 dernières années, depuis la crise d'ailleurs. Bizarrement, la crise a été
un révélateur, je pense, du dynamisme des chefs d'entreprise, co-traitants et sous-traitants de la place, qui ont dépassé leur taille critique, qui ont investi dans la productivité, qui ont investi dans l'innovation, qui ont investi et qui investissent aujourd'hui toujours dans les compétences. Je pense qu'on est dans une très belle dynamique. Pour autant, il faut être très vigilant parce qu'il y a aussi des points faibles, il y a aussi des points de vigilance. Voilà, on espère que l'Union française écoute ces attentes et puis voilà, les met en ordre. Mais ce qui est important aussi dans notre écosystème, ce qui est important de voir aussi, c'est que en fait, la stratégie du collectif, de notre collectif, Union française, c'est surtout assembler les puzzles. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a rien de pire dans une stratégie d'entreprise, même, enfin, en tout cas, c'est ma façon de fonctionner et puis d'envisager, de prévoir le futur, au poste qui est le mien. Hein, voilà. En fait, il faut assembler. Le pire, c'est de segmenter. Il faut assembler les puzzles. Et c'est-à-dire, tout est poreux dans le métier. Hein, c'est-à-dire qu'encore une fois, si vous soutenez la compétitivité des entreprises, vous avez un outil formidable qui est celui aussi de la formation et de l'élévation du niveau de compétences. Et vous avez aussi, bien évidemment, la satisfaction du client à travers le laboratoire. Donc c'est un mini-écosystème au sein de l'écosystème qui doit être véritablement à l'écoute du métier. Tout s'alimente en fait. Tout s'alimente et donc il faut se nourrir de tous les inputs qui arrivent, qu'on doit transformer en besoin. Je pense que c'est ça l'enjeu. La joaillerie, c'est aussi mondial, parce qu'évidemment, l'or, ça se trouve à certains endroits, les pierres à d'autres endroits, c'est pas en France. Cette union, bijouterie-joaillerie, en face, il y a quoi dans le monde ? Vous voulez dire, est-ce qu'on a d'autres organisations professionnelles avec lesquelles vous travaillez oui. en Allemagne, aux États-Unis Du coup, si c'est une union, elle représente la France face aux autres. Oui, absolument. Alors, on est face aux autres, mais on est aussi avec les autres. Hein, puisqu'il y a 5 ans, on a créé une association européenne. Donc, voilà, j'en ai été à l'initiative avec nos amis italiens, qui sont des compétiteurs très performants. Et il nous semblait quand même que c'était important d'avoir une représentation européenne de la joaillerie, ce qui n'était pas le cas. Donc, on est la seule organisation européenne de joaillerie à représenter le métier. Alors de la fabrication à la distribution, puisque avec la distribution, nos adhérents étant les groupes de luxe, voilà, on peut se prévaloir aussi de représenter l'ensemble de la chaîne de distribution, de la fabrication jusqu'à la distribution. Et donc nous avons au sein de cette fédération qui est très active, on a nos amis portugais, espagnols, belges et italiens. Et donc c'est un travail de longue haleine, hein, mais on est reçu régulièrement par les services de la Commission sur des sujets. Alors, ça peut être les seuils de paiement. Là, en ce moment, on est en train aussi de travailler sur tout ce qui est reconnaissance mutuelle des poinçons, hein, puisque aujourd'hui, au sein de l'Europe, il y a affirmé, bien sûr, le principe de la libre circulation des marchandises, mais pour autant, il y a des barrières aux entrées sur le poinçonnage et certains pays, redemandent de poinçonner. Donc, alors, on n'est pas, c'est pas le seul secteur qui connaît ce problème au sein de l'Europe, mais on a par exemple, voilà, ce sujet. On a le sujet des seuils de paiement, hein, qui sont extrêmement très différents au niveau des pays européens. Par exemple, l'Allemagne, il n'y a pas de limite. L'Italie est à 1 000 euros. Nous sommes à 1 000 euros, 3 000 euros, ça dépend le consommateur, le niveau du consommateur. On travaille véritablement en très bonne intelligence avec nos amis européens. Et sur le plan mondial, donc, on est dans le board du RJC, hein, donc ce qui est quand même très intéressant parce qu'on a une vue très précise des évolutions mondiales, puisque le RJC est un protocole mondial, hein, et il réunit bien sûr, qu'il a vocation à s'appliquer à tous les pays du monde, donc c'est le même protocole. Hein. Et puis au niveau mondial, la France a été membre fondateur de la CIBJO, qui est l'organisation internationale, alors qui a été dont les travaux ont été un peu interrompus à cause de la pandémie, mais la France est très active au niveau de la CIBJO aussi, donc on est très actif, à tous les niveaux, bien évidemment. Vous êtes aussi la présidente de la représentation européenne, non ? Absolument, donc je suis présidente de la Fédération européenne de joaillerie, que j'ai fondée il y a 6 ans. J'ai fondé cette association avec Licia Mattioli, qui était à l'époque la présidente
la fédération Fédérographie, qui est notre pendant italien, voilà. Et donc aujourd'hui, on travaille en très bonne harmonie avec le nouveau président, le délégué général, Stefano. Enfin, vraiment, voilà. Donc, c'est une belle aventure, l'association européenne. On rencontre aussi, c'est très intéressant, parce qu'on rencontre à la fois les responsables des services de la commission. Donc, c'est extrêmement... On a une demi-heure de réunion, il faut être très synthétique, etc. Et on a des écoutes. C'est intéressant parce qu'il y a des partages sur des environnements qu'on méconnaît, c'est-à-dire des exigences européennes, des stratégies européennes, etc. Donc c'est très intéressant. Puis on rencontre aussi les députés, dont certains sont extrêmement actifs au niveau de notre secteur, très, très intéressés de connaître, de mieux appréhender les enjeux de nos métiers. Alors, si je peux me permettre maintenant une question un petit peu plus personnelle, je ne vais pas dire intime. Si je résume, vous êtes la présidente exécutive de l'Union française. Voilà. Vous êtes présidente de l'Union européenne. Vous êtes membre du board de l'Union mondiale. Mais ça vous est venu quand, cet amour du bijou ? Alors, écoutez, moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que donc, pendant 20 ans, j'ai dirigé aux côtés des actionnaires du groupe GL, d'une façon très proche, puisque j'étais dans le conseil d'administration et donc dirigeante du groupe GL. Donc, une industrie en Ardèche. Vous étiez maire aussi. J'étais maire de mon village pendant 3 mandats et donc très intégrée à la vie locale et véritablement tellement heureuse de travailler dans cette entreprise qui était une entreprise absolument formidable, dans laquelle j'ai trouvé une confiance absolue des actionnaires. Véritablement, j'ai travaillé avec... une famille, la famille Legros, qui c'était des gens extrêmement humanistes, visionnaires aussi, avec de grandes qualités, et puis qui portaient aussi, entre guillemets, le pays, c'est-à-dire plus gros employeurs, c'était les plus gros employeurs avec un groupe lié à l'automobile, le groupe Sous-Marin, des plus gros employeurs du bassin d'emploi. J'ai quitté le groupe en 2002. Il y avait, avec les 2 entités réunies, Bijoux GL et Altesse, il y avait près de 800 personnes sur le site, y compris Paris, une usine en Thaïlande. Donc un gros groupe industriel. On était très implantés en Afrique. Une très très belle entreprise. Et donc j'ai eu beaucoup de chance de comprendre le métier, encore une fois, qui était aussi de la métallurgie par rapport à la joaillerie, mais qui m'a donné le goût de l'atelier, qui m'a donné le goût du savoir-faire, qui m'a donné le goût aussi de partager avec les gens. Enfin, c'était une très, très belle communauté. Et j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de travailler avec cette famille qui, encore une fois, m'a fait une confiance inouïe. En fait, j'ai participé à la croissance du groupe. En 1998, les actionnaires ont souhaité... racheter le groupe Altesse, qui étaient les cousins et les principaux concurrents. Donc, j'ai vraiment participé d'une façon extrêmement active à cette acquisition, à l'organisation de cette croissance externe qui était absolument fabuleuse. Donc j'ai eu vraiment une carrière, un très beau parcours au sein de cette entreprise que j'ai adoré, et j'ai adoré les gens qui l'animaient. J'ai adoré travailler avec ses dirigeants, notamment avec Yves Legros, qui a été mon mentor, qui était un homme absolument fabuleux, qui avait la vision du métier, qui était libérateur de plein de choses. On avait instauré un accord d'intéressement, une participation. Il m'a inculqué aussi cet attachement aux gens et au territoire. La richesse, c'est nous qui la développons avec les hommes et les femmes, mais c'est sur le territoire, qui voyait peut-être pas d'un très bon œil le fait d'aller se délocaliser, etc. Donc j'ai gardé tout ça en moi, sur la formation aussi. Donc il m'a beaucoup appris, les relations sociales aussi. Et puis en même temps, je me suis trouvée maire de mon village. Donc c'était un peu compliqué pour moi quand même, parce que j'étais dirigeante d'un groupe qui embauchait et en même temps élue. C'était un peu compliqué. Je me suis engagée dans ma petite mairie parce que, en fait, le maire du village n'avait pas souhaité se représenter. Donc j'ai souvent dit, je suis maire par défaut. Donc ça, c'était en 95.
Et le maire était un homme formidable qui d'ailleurs était chef d'atelier dans l'usine GL, qui était mon voisin en plus dans le village, et il décide de ne pas se représenter. Et donc il n'y a personne qui se présente. Et donc les gens, comme c'était une commune de moins de 500 habitants, 400 et quelques, ben, les gens mettaient des noms pour dire voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Donc c'était un peu original. Donc on a eu FR3 qui est venu, voilà, il y a une commune sans maire, etc. Et le soir du dépouillement, je me retrouve en tête des gens qui avaient décidé que je pourrais remplacer Jean Chaussinan, qui était le nom de l'ancien maire. Dimanche soir, et alors je me rappelle, j'étais un peu... Alors les gens m'appelaient, les anciens adjoints, les conseillers, oui Bernadette, il faut que tu... Je disais, écoutez, je ne sais pas, il y a quand même beaucoup d'enjeux sur GL. Donc je viens à Paris, puisqu'on avait nos bureaux 58 rue Beaubourg, et j'arrive, et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, tout ça. Et donc, j'appelle Yves Legros, j'appelle son oncle André Legros, je dis, je fais comment, là? Et je me rappelle qu'André Legros me dit, bah, écoutez, Bernadette, vous ne pouvez absolument pas refuser. J'ai dit, oui, mais ça va me faire... Non, allez-y. Voilà. Donc, je me suis retrouvée maire le deuxième tour, sans avoir fait de liste. Je me suis retrouvée maire par défaut et je suis restée 3 mandats. Voilà, mais ça a été une merveilleuse histoire. J'ai adoré être maire. Même si, voilà, on a de la responsabilité, on a un lien formidable avec les gens, même si quelquefois on est contesté ou où on a de l'adversité. Mais j'ai adoré. Le conseil municipal, nous étions 11. J'ai ouvert de nombreux conseils municipaux. Et chaque fois que j'ai ouvert un conseil municipal, il y avait un genre de silence. En fait, alors, je ne suis pas du tout... je ne suis pas dans l'ésotérie, mais la République s'installait. Je ne sais pas comment vous dire. C'est particulier. La démocratie est particulière, même dans un petit village. C'est-à-dire que vous avez toutes les vues, toutes les opinions qui s'installent. Et ce n'est pas comme on gère une entreprise. C'est-à-dire qu'on s'attend à tout, en fait, parce qu'il y a quand même une liberté d'expression. Enfin, je dis dans un petit village, je n'ai jamais connu une grande municipalité où vous êtes avec les micros, etc. Mais je trouve que la République, c'est formidable, quoi. Voilà. Je trouve que c'est beau, c'est beau. Ouais, ça a été une belle partie de ma vie, même si on engage la famille, hein, même si on engage, vous passez du temps, hein. Vous êtes aussi un peu à portée de gifle par moment, mais voilà, vous participez aussi au développement du territoire, vous participez à plein de choses, quoi. Vous participez aux naissances, vous participez aussi aux épreuves. Voilà, on a beaucoup de choses à raconter après. C'est une belle partie de ma vie, et puis j'ai été très bien entourée, d'abord par ma famille, par mon mari, par mes filles qui nous suivaient. Bon, elles adoraient les fêtes, hein, parce qu'on faisait beaucoup de fêtes. mais bon, il y avait aussi les cérémonies du 11 novembre où elles n'étaient pas vraiment ravies, voilà, de venir à 9h du matin dans le froid, déposer les gerbes au monument aux morts. Mais bon, voilà, donc voilà, une belle histoire. Oui. La vie publique est intéressante. On a fait de belles choses. J'ai contribué beaucoup à la création du lycée Auchelard, à l'époque avec Charles Millon, qui était président de la région. Voilà, donc avoir un lycée Auchelard, c'était absolument incroyable. Belle réalisation qui structurait le territoire aussi. Puis plein de choses, mon école. Alors l'école, quand j'ai été élue, en 1995, il y avait l'école du village, il y avait 6 élèves. Et l'inspecteur d'académie, je viens d'être élue, il m'appelle, il me dit, vous savez, Madame le maire, comment fait-on pour l'école? Vous avez 6 élèves. Alors c'est vrai que c'était compliqué parce que en plus, mon village était situé en surplomb du Cheylard, donc qui est le chef-lieu. Donc même moi, j'avais mes enfants à l'école du Cheylard, voilà. Et ensuite, à l'école du Cheylard, il y avait école privée, école publique. C'était très partagé. On est à Caen et dans une vallée très catholique. Après, on a une autre vallée qui est très protestante, mais donc, où les enfants vont plutôt à l'école laïque. Mais nous, plutôt école privée. Et donc, l'inspecteur d'académie, qui s'appelait Jean-Michel Sivrine, m'appelle, il me dit, écoutez, c'est embêtant, on va laisser faire cette rentrée, mais il va falloir quand même penser à la fermer. Et c'est vrai, il n'y a pas de... 6 élèves, c'est compliqué pour l'institut, etc. Bon, je raccroche, je dis quand même, fermer cette école magnifique au milieu du village et tout. Je dis un truc là, c'est pas possible. Et juste avant la fermeture, je me rappelle, c'était le 30 juin, je rappelle l'inspecteur. J'ai dit, monsieur l'inspecteur, je vais vous donner une information. L'effectif a augmenté de 30%. Alors j'entends un blanc. Il me dit, ah bon, 30%? Ben, j'ai dit, oui, je viens d'inscrire mes 3 filles. Donc...
Banco, il me dit. Voilà. Et puis finalement, on a pu prospérer et l'école a vécu jusqu'en 2014. Il y avait presque une vingtaine d'élèves, quoi. Voilà. Donc ça a été une belle aventure. Et donc, de maire de ce village, de CEO de GL, Ouais. vous êtes arrivé à l'Union. Et maintenant, alors même que des femmes chefs d'atelier dans ce métier, il n'y en a vraiment pas beaucoup, vous êtes officier et même chevalier de la Légion d'honneur. Oui, alors bon, je suis très attachée à cette distinction républicaine, bien évidemment. Elle m'a fait extrêmement plaisir. Après, est-ce que je la mérite? Je n'en sais rien, parce que, bon, je veux dire, on la décerne aussi à des gens extraordinaires. Moi, je suis finalement une femme ordinaire qui essaye de bien faire ce qu'elle doit faire. Mais avant la Légion d'honneur, il y a eu une décoration qui m'a aussi vraiment, vraiment fait plaisir. C'est lorsque j'ai été décorée des palmes académiques. Et j'ai été décorée par Jean-Michel Sivrine, donc cet inspecteur d'éducation nationale. Ça a été... l'éducation nationale fait un travail remarquable. Enfin, j'ai adoré travailler sur le plan de l'éducation par rapport à l'éducation nationale et ce qu'elle apporte de stabilité, ce qu'elle apporte de richesse à notre nation. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Ça a été une distinction qui m'a fait extrêmement plaisir. Puis après, traditionnellement, on est chevalier de l'Ordre national du mérite. Donc voilà, je l'ai bien accueilli. C'était mon ancien préfet de l'Ardèche qui aurait dû me l'a décerné. Voilà, finalement, c'est un ami qui me l'a décerné parce que le préfet avait été retenu c'était en 2007, là, il y avait des problèmes dans les banlieues. Il avait été assigné à résidence, je me rappelle, il m'avait téléphoné, il m'avait dit, bon voilà, mais bon, on l'avait décerné ici, et puis voilà, la Légion d'honneur est venue. Mais bon, ça fait plaisir, mais en même temps, voilà, il faut continuer à œuvrer. Oui, mais en attendant, ça vous donne un vecteur d'exemple et d'exemplarité pour la joaillerie et pour les filles qui veulent aller en joaillerie. Oui. Parce que c'est quand même pas courant les métiers où on peut devenir comme ça, les métiers, j'allais dire, de la main, où on peut devenir comme ça représentant de ce qu'il y a de meilleur dans un État. Je pense que la reconnaissance par la République, pour moi, est fondamentale. Après, je me pose la question, l'ai-je mérité? Parce que, bon, voilà, c'est tout relatif. Il faut être modeste. Je suis heureuse de l'avoir. Vous dire que c'est insignifiant pour moi, non. Je pense que quand la République vous accorde une distinction, il faut la respecter infiniment. Ça, c'est un sujet. Après, la place des femmes dans le secteur, je dirais qu'elle est là où elles doivent la trouver, quoi. Alors, je trouve que notre société fait quand même, évolue beaucoup par rapport à la place des femmes, clairement. Mais on a un scope qui est large. Il va du regard des hommes par rapport au poste de responsabilité, on va dire, qu'exercent les femmes. Donc, moi, je vois, par exemple, on m'a souvent cantonnée, et c'est pas du tout réducteur, à un poste de directrice ou RH, etc. Enfin, je veux dire, même par mes partenaires sociaux qui savaient que je dirigeais la boîte. En fait, voilà, je veux dire, il y a un genre d'habitude masculine qui est de cataloguer les femmes dans un genre, on les intègre dans un genre de clichés qui correspondent pas tout à fait à ce qu'elles sont, très, très clairement. Donc ça part de là, alors voilà, avec peut-être... quelquefois des propos, je dirais un peu réducteurs, très respectueux, mais réducteurs. Et puis après, on arrive très vite au plafond de verre, très clairement. Là, il y a un sujet vraiment de confiance en soi, c'est-à-dire jusqu'où on va, est-ce qu'on a envie de le faire craquer, comment on le fait craquer. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, la place de la femme, ça va très loin. Enfin, moi, je regarde l'actualité du procès de Valérie Bacot, jusqu'où ça va. Enfin, je veux dire, il y a un scope absolument incroyable. Et dans le scope qui est commun, je dirais, comment on construit son destin dans le monde de la joaillerie, il y a des difficultés, clairement. Il y a des plafonds de verre, il y a des composés d'hommes absolument extraordinaires, éduqués. Mais c'est un monde d'hommes. Voilà. Et donc, déjà, le métier de joaillière et de joaillier, il y a des prises de pouvoir à faire. Et je vous disais tout à l'heure en aparté, avant de commencer l'émission, j'ai appris que dans une grande maison, pour la première fois, il y avait une femme chef d'atelier
qui était élève dans notre école, qui s'appelle Maude. Donc voilà, si Maude m'entend, bravo, bravo. Et puis bravo à la maison qui lui fait confiance. Et puis je pense aussi aux femmes entrepreneurs. On a des femmes entrepreneurs extraordinaires. Voilà, on a une femme qui est à la tête en 10 ans. Elle a monté un groupe de sous-traitance le plus important de toute la filière. Elle est venue d'ailleurs témoigner à nos élèves lors du MBA. Je l'ai écoutée, elle s'appelle Marie-Christine, on ne va pas donner de nom, mais je l'ai écoutée, j'ai trouvé son témoignage absolument fabuleux, parce qu'elle a dit, ben voilà, j'ai créé ma propre boîte parce que j'avais envie de m'exprimer autrement que dans une entreprise où j'étais voilà, entourée d'hommes. J'ai eu envie de m'affirmer, donc je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, il y a des difficultés, effectivement. Alors, les hommes aussi ont des difficultés, je veux dire, pas parce que vous êtes une femme que vous ne rencontrez pas des obstacles dans votre propre carrière, bien évidemment. Les femmes en ont plus, et voilà. Et donc, en fait, je me dis que dans le scope qui part de l'échelle la plus commune et finalement la moins violente, en fait, voilà, comment on construit sa carrière, comment on s'exprime en tant que femme, comment on passe au-dessus du plafond de verre. Je me dis qu'il faut aussi que les jeunes puissent déjà être très vigilantes à la notion de respect, c'est-à-dire comment les hommes vous voient. Je pense que c'est déjà le premier maillon de la chaîne. Il ne faut pas qu'on vous voie comme une secrétaire, hein. Si vous n'êtes pas secrétaire, alors avec tout le respect que j'ai pour les assistantes. Mais si vous n'êtes pas cela, quelle est votre fonction, quelle est votre place? Et il faut qu'on vous reconnaisse comme tel. Et donc déjà, ça commence là. Je pense que le sujet est là. Après, je suis aussi très interrogée par la violence dans notre société. Pas par la violence quand même, alors la violence physique, mais la violence du verbe à l'égard des femmes, sur les réseaux, etc. Ça interroge sur le plan sociétal. Je suis aussi interrogée par la place des jeunes femmes qui n'ont pas l'univers qui va avec le monde de la joaillerie. D'où aussi mon combat presque pour intégrer des jeunes femmes qui ne viennent pas du milieu ou qui sont dans des milieux défavorisés. Il faut leur donner leur chance. Parce que quand vous venez d'une banlieue, entre guillemets, un peu blacklistée, enfin, avec une connotation de violence, etc. Déjà, au niveau de la sécurité, c'est-à-dire qu'on vous embauche, ah bon, voilà, elle doit avoir des mauvaises fréquentations. Voyez, et donc tout ça, il faut faire tomber tout ça. C'est très important d'aller un peu plus loin que notre univers bien installé. Voilà, donc en fait, c'est un peu à tous les niveaux. C'est un peu à tous les niveaux de l'échelle de la société qu'il faut travailler à cette égalité. Mais je pense que ça commence par le respect, quoi. Enfin, c'est qui vous êtes, quoi. Voilà. Justement, la dernière question. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui voudrait devenir, comme vous, une brillante femme de la joaillerie? Alors, brillante, merci pour le compliment. Suis-je brillante? Je n'en sais rien. En tout cas, j'aime ce que je fais. J'aime vraiment le métier que j'ai pu exprimer à travers du corporate, ce qui n'était pas du tout gagné, parce que en fait, c'est atypique. Je viens de l'industrie, j'ai hésité à retourner dans l'industrie, puis bon, on m'a donné cette opportunité. Je l'ai pris au début, c'était quand même avec un gros point d'interrogation, parce que je me dis, est-ce que je vais perdurer dans un univers où j'ai pas de contact avec le réel et avec l'économie réelle, quoi, voilà, avec les enjeux d'entreprise. Bon, mais là, je pense que c'est accompli. Maintenant, il va falloir transmettre. Enfin, c'est banal ce que je vais dire, mais il faut être là où vous devez être, où vous avez envie d'être. C'est-à-dire, il faut enlever toutes les scories qui sont autour de vous. Si on vous ramène à un poste qui n'est pas le vôtre, allez-y, dites non, moi je ne suis pas là. Beaucoup de femmes, et même dans la jeune génération, il faut aussi qu'elles délimitent bien ce qui est entre service et, entre guillemets, servitude. Voyez, je suis là pour ça, et souvent les femmes, elles vont plus loin, beaucoup plus que les hommes. Je trouve que les femmes ont une capacité à s'emparer de sujets qui sont peut-être additionnels ou plus complexes. Et donc, soyez là où vous devez être, quoi. Et quand vous dérivez, ramenez les choses à vous-même.
Et je pense qu'après, il y a des bonnes rencontres. Il y a des bonnes rencontres dans la vie avec des hommes, avec des mentors, avec des gens qui vous amènent à être plus, à porter des valeurs. Moi, je vais vous dire, je vous ai parlé de mon mentor Yves Legros. J'aurais pu parler aussi de Pierre Soulier, qui a été le fondateur du cabinet Barthélemy, aux côtés de Jacques Barthélemy, qui était un homme extraordinaire. Mais j'ai aussi la chance formidable de travailler avec le président de l'Union, qui est Daniel Combourg. Et je le dis sans complaisance, il porte les valeurs de la joaillerie. Donc moi, ça m'inspire, ça me donne confiance. Donc on a toujours besoin aussi de s'appuyer sur des personnes et des personnalités avec lesquelles on est en phase. Parce que le vrai sujet, c'est la dichotomie, c'est-à-dire quand vous êtes dans une place qui n'est pas tout à fait la vôtre. Voilà, il faut trouver des appuis, les complicités, les amitiés aussi, qui vous nourrissent et qui vous portent dans là où vous devez être. Je ne sais pas si je suis assez claire dans mes propositions pour que les femmes puissent être heureuses dans ce milieu de la joaillerie, qui est un milieu absolument fabuleux. Alors on parle du métier, là, les joaillières. Enfin, moi, je ne suis pas joaillière. Hein. Je connais le métier, mais vous mettez un établi, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre de sortir une belle pièce. Hein. Mais les femmes joaillières, c'est des talents absolument extraordinaires, quoi. De savoir-faire, de compréhension de la technique, de compréhension de l'art, comme les hommes d'ailleurs. Mais elles ont quand même des talents formidables. Donc, bon, voilà, c'est des femmes d'exception. Les femmes qui sont en fabrication et en design et qui montent leurs entreprises, mais qui contribuent aussi en collaboration. Enfin, je veux dire. Donc, c'est un tout cela. Donc, il y a de belles perspectives. Donc, si je résume, faire confiance à son talent et aller là où on doit aller. Absolument. Eh bien, merci Bernadette. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Bernadette Pinekwok sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes 3 podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast Le Bijou comme un bisou pour une émission un peu spéciale, car je partagerai le micro avec Isabelle Sadou, la créatrice du podcast La Voix du Parfum, pour vous parler des 100 ans du numéro 5 de Chanel en bijoux et en parfum. Le dimanche suivant, ce sera sur le podcast Il était une fois le bijou que nous entendrons l'historien du bijou Ghislain Ockremont nous parler du bijou masculin et de son évolution dans le hip-hop lors de la 7e émission de cette saison consacrée aux joailliers du rap. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, encouragez-moi en mettant des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joaillère en podcast. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain et en attendant, soyez brillante.